3, 2, 1. Oui, bonjour. Je me présente, Sylvain Roch, directeur des services techniques de la ville de Saint-André-de-Cubzac, à côté de l'agglomération bordelaise. Bonjour, Richard Nicolaï, bureau d'études ATMO Ingénierie. J'interviens en accompagnement des services techniques de la commune de Saint-André-de-Cubzac sur des problématiques de gestion d'eau pluviale. Donc l'objectif un peu de cette présentation, c'est de replacer le contexte des problèmes des eaux de pluie, des réseaux pluviaux et de l'imperméabilisation sur des villes rurales ou semi-rurales, proches des agglos mais pas dans les agglos, donc qui sont obligés de se débrouiller toutes seules avec des populations, là nous on est autour de 12 500 habitants. C'est une problématique qui n'est pas tout à fait la même que celle des agglos, qui n'ont pas les mêmes moyens, ne serait-ce que techniques, à gérer. Donc l'objectif c'était de faire prendre un peu conscience des risques d'inondation et de l'urbanisation. C'est le résultat souvent d'une histoire et d'une croissance rapide. Donc à travers l'exemple de Saint-André, et on croisera peut-être éventuellement réponse avec Richard sur d'autres sites, parce qu'on a des expériences autres aussi éventuellement qui peuvent alimenter, vous faire un retour par rapport à ça. Après, vous expliquer comment on a pris la mesure sur le territoire de Saint-André à travers un état des lieux et des scénarios qui vous prouvent que ça ne se fait pas avec 50 € mais avec un petit peu plus. Et après, comment, suite à ces scénarios, la politique de la ville s'est orientée pour la mise en œuvre de tout ça et toutes les problématiques annexes, parce que c'est bien beau de faire les réseaux, mais on a tous les problèmes d'accessibilité, l'urbanisation, les financements, etc. C'est un tout. Et enfin, vous évoquez un peu comment on approche maintenant l'avenir sur ces problématiques d'eau et changement climatique, mais aussi l'urbanisation dans tous nos projets. Donc voilà un peu le thème. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir sur un territoire comme celui de Saint-André, en 15 ans, un solde migratoire très très positif, et comment les problématiques sont apparues à vitesse grand V en fait, devant une collectivité qui s'est retrouvée avec des problématiques très très difficiles à gérer, budgétairement parlant, matériellement parlant, physiquement parlant. Donc c'est ce en quoi cette approche est intéressante. Donc alors pour commencer, Saint-André, où est Saint-André? Pour ceux qui connaissent un peu le territoire, donc vous prenez direction Bordeaux, Paris en partant de Bordeaux, vous franchissez la Dordogne et juste après c'est la première sortie d'autoroute, vous êtes et juste avant le péage, c'est la commune de Saint-André-de-Cubzac. Saint-André-de-Cubzac, c'est une commune qui a connu aussi le projet LGV, qui a remis en cause un certain nombre de choses. Donc on est sur à l'origine, c'était l'ancienne traversée de la RN10 qui permettait de remonter vers Paris, etc. L'autoroute A10 a été créée, donc ça avec les échangeurs, puis la LGV. On a d'importantes ZAC, parce que quand vous êtes aux portes du péage qui permet de remonter sur Paris, ben vous avez, ça intéresse beaucoup. On a une croissance démographique qui est établie à plus de 3% par an. En gros, on prend 250 à 300 habitants nets au niveau de la balance par an, ce qui commence à faire quand même des choses importantes. Avec toute la pression sur les constructions, les promoteurs. Voilà, ça nous donne aussi une force parce que les promoteurs veulent du terrain et ils veulent que leur projet passe. Donc même si on n'a pas nécessairement tous les outils d'urbain encore, on arrive à leur imposer quelques petites choses parce qu'ils tiennent vraiment à faire leur projet. Donc on a cette chance-là dans notre difficulté. Et on a aussi une autre caractéristique, on a, comme vous le voyez, on est proche de la Dordogne. On est vraiment proche de la Dordogne, on a même un port sur la Dordogne, un petit port, le port de Plagne. Et quand vous avez des grandes marées, par exemple ce matin, j'avais de l'eau jusqu'ici. C'est-à-dire que l'eau pénètre dans le village sur de 30 à 100 mètres, suivant les marées, suivant la houle, etc. Donc ça veut dire que les estais, les fossés qui amènent l'eau de la ville vers la Dordogne, l'exutoire final, ben, l'eau remonte. Et quand on a une météo comme aujourd'hui où il fait sec, on s'en sort bien. Mais quand on a des météos où il tombe des quantités d'eau phénoménales depuis un moment, quand les canaux d'évacuation sont pleins et que ça tombe de l'autre côté, on a des nœuds au milieu. Parce que l'eau, à un moment ou à un autre, il faut qu'elle s'étale.
Donc c'est pour ça que j'insiste aussi sur ce côté-là. Pour vous montrer un peu l'évolution de la ville. Donc ça, c'est la ville en 2006. Donc ça fait une quinzaine d'années, ce qui n'est pas énorme en termes de vie d'une commune. Et là, vous vous rendez compte que j'ai des quartiers d'habitation qui sont apparus. À terme, ce quartier-là, c'est plus de 500 logements qui sont, on en est à la troisième tranche avec un aménageur. Vous avez cette zone-là que vous retrouvez là-haut, c'est toute une zone résidentielle sur des dizaines d'hectares. Vous avez beaucoup de trous qui se branchent, une densification au centre-ville. Donc les parcelles qui font 1000 m², aujourd'hui, elles se divisent en 3, quand c'est pas en plus. Donc on a mis en place une révision IPLU en 2017 pour essayer déjà de restreindre les gens. Et là, on relance une modification IPLU pour donner encore plus, parce qu'on se retrouve vraiment avec ces problématiques-là. Le foncier, aujourd'hui, une parcelle dans cette ZAC que vous avez là, qui en 2015-2016 a commencé à sortir de terre, 300 m², vous étiez à 30 000 €. Aujourd'hui, dans cette même zone, 300 m², c'est 90 à 100 000. C'est pour vous montrer l'explosion au niveau des prix. Alors c'est partout pareil sur le territoire. On est à 20 minutes de Bordeaux, on a une gare, donc ça influe. Donc c'est une problématique qu'on a sur beaucoup de villes de cette taille-là qui sont autour des agglos, mais pas dans les agglos. Cette urbanisation, une des conséquences principales, l'imperméabilisation, l'augmentation de la pression sur tous les réseaux, toutes les infrastructures. Là où j'avais 1000 m² d'herbe, maintenant j'en ai quelquefois plus que 200. Donc automatiquement, l'eau descend. L'imperméabilisation, c'est aussi l'accélération aussi des flux d'eau. Et donc c'est problématique. Ce qui est intéressant aussi sur ce territoire, c'est qu'on s'aperçoit que le port de Plagnes ici est développé au niveau résidentiel. Parce qu'avant, c'était un port qui avait une importance économique. Aujourd'hui, c'est purement loisir. Il y a une base nautique très simple, avec quelques bateaux de loisirs. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, que toute la frange ici était libérée de toute construction. Parce que justement, régulièrement, au marais d'Équinoxe encore plus, on est inondé dans la partie économique, anciennement économique, au 19e siècle. Parce que c'est un port qui date de 1850, je crois. Et donc, on avait bien laissé toute cette frange de territoire de la ville de Saint-André-de-Cubzac libre de toute construction. Ce qui n'était pas le cas au 19e siècle. Attends. Quelle est la topographie de la zone en question en bord de Dordogne et par rapport à celle du bourg? Alors, on est quasiment à plat ici, on remonte très légèrement jusqu'à cet axe qu'on voit de circulation. On a une altimétrie qui reste très faible, on monte à tout casser d'une dizaine de mètres. Après, ici, le quartier d'Y-Montalon, on est sur un éperon calcaire, c'est le point haut. On est quoi, tout cassé à 50 mètres, je crois, de mémoire, à Chouille après. Et le reste, on est plutôt sur... on est à plat, on est altimétrie moyenne autour de 20-25 mètres. Donc ce qui fait que j'ai l'eau qui descend très rapidement. Le principal exutoire qu'on a de la commune, il est par ici, il est en contrebas, c'est ce qu'on appelle l'estuaire Molière, qui après rejette. J'en ai un deuxième qui passe à travers Pologne ici. C'est un 800 qui passe dans la rue là, qui a 1952. Donc autant vous dire qu'il a fait son temps et il faut qu'on se pose des questions parce qu'il n'absorbe plus. Et on a tout un réseau de fossés cours d'eau, fossés tout court, qui récupèrent aussi une partie des eaux de la ville et sur lesquels il y a la problématique d'entretien parce que dans le temps jadis, les gens savaient qu'ils avaient la responsabilité de l'entretien de leurs fossés. Aujourd'hui, que fait la mairie avec le fossé qui passe chez moi? Donc c'est une vraie problématique. Et plus les fossés sont obturés, moins l'eau circule et moins notre capacité. Donc ça nous pose des problèmes en amont, en aval, à tous les niveaux. Voilà. Donc pour vous cibler un peu, voilà le document de travail. Là j'ai fait un zoom qu'on a concernant le réseau pluvial du centre-ville. Donc les données datent des années 2000, début 2000. Et au fur et à mesure, on les réactualise. Mais ça vous donne terrain naturel, fil d'eau, etc. Et on se rend compte qu'on a même encore des fossés en centre-ville. Donc tout ça, pour la majorité des réseaux, ça date des années 50-60.
voire plus anciens. Alors, je vous rassure, les réseaux autres Enedis, eau potable, assainissement, ont le même âge. Hein. Donc quand on ouvre, ça intéresse tout le monde. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on fait des schémas directeurs en eau pluviale et qu'on s'aperçoit qu'on a une vision globale des choses. Sauf qu'on s'en est rendu compte sur le territoire communal, il y a des points noirs dans des quartiers qui ne dépendent pas du tout du schéma directeur et pour lesquels on ne pourra pas traiter ça par le schéma directeur. Donc il y a eu des opérations très très ponctuelles de traitement de la gestion des eaux pluviales parce qu'il se trouve qu'on a un territoire qui est un peu hétérogène en termes de sol. Donc comme vous savez qu'aujourd'hui on privilégie les infiltrations, on a des parties de territoire qui sont très calcaires, très dures, comme la partie Montalon, et pourtant sur lesquelles il y a des fois des petites zones d'inondation. Donc là il faut stocker et restituer. Et il y a des quartiers où on est en pleine alluvionnaire, puisqu'il y a toute la partie basse qui est intéressante à ce niveau-là, qui elle est en capacité d'infiltration. Donc c'est un territoire qui est vraiment très hétérogène. Et ça, un schéma directeur d'eau pluviale ne résout pas ce genre de problème. Pas aussi simplement qu'une étude très ponctuelle, fait quartier par quartier ou point noir par point noir. Une des problématiques qu'on a aussi, c'est dans les années 80-90, il y a eu beaucoup de lotissements, beaucoup de zones résidentielles qui sont apparues, quelquefois avec des solutions complémentaires. Quelquefois, ils ont fait des raccordements au réseau public, mais on n'en a pas les traces. C'est-à-dire que moi, régulièrement, je suis interpellé parce que le riverain de telle rue nous dit ouais, je suis inondé, vous ne nettoyez pas les réseaux. Et on se rend compte que ce réseau-là n'apparaît nulle part. Il est quelquefois même connecté à un ouvrage de régulation qui, lui, ne fonctionne pas, n'a pas été entretenu ou des fois n'est même pas connecté. J'ai au moins 3 bassins actuellement identifiés qui existent, mais ils sont jolis, ils sont tondus, mais ils ne sont pas raccordés au réseau. À leur réseau déjà des maisons pour lesquelles il était fait. Et je ne vous parle même pas du trop-plein qui normalement devrait repartir. Donc, et quelquefois, vous avez des fossés lors d'une discussion avec les anciens élus, avec les anciens techniciens, c'est top là, et c'était fait, et on passe à autre chose, et maintenant j'ai contentieux. Parce que le fossé a été busé, mais il était busé avec un tuyau de petite taille, et ben ça ne suit plus. Et on subit les conséquences aussi d'une absence d'extrapolation des décennies passées. Or, c'est le cas dans ma ville, mais c'est dans le cas de beaucoup de territoires. Voilà. Alors par contre, pour revenir sur la cohérence de l'établissement d'un schéma directeur d'eau pluviale, c'est que ça permet de faire des travaux sur 10, 15 ans, 20 ans peut-être, mais qui sont coordonnés. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller rajouter un diamètre dans un quartier parce qu'il y a une nouvelle zone artificialisée de manière anecdotique, quoi. On a prévu déjà le développement d'un quartier, on a pu imaginer qu'on allait pouvoir faire certains aménagements qui permettent de gérer localement les eaux pluviales, et auquel cas on fait des infrastructures en diamètre qui sont habilitées, comment je dirais, qui sont dans un ordre logique des choses par rapport aux aménagements précédents. Parce que dans l'histoire, quand il n'y avait pas de schéma directeur de gestion des eaux pluviales, qu'est-ce qu'on faisait ? Ben on rajoutait un bout de diamètre là, on mettait un 300, puis des fois on se posait pas la question de savoir ce qu'il y avait en aval, ou de savoir ce qui arrivait en amont. Et on se retrouve avec des incohérences de diamètre sur la commune, hein, qui sont criantes. Quand il parle, Sylvain, d'ancienneté de réseau des années 50 ou 60, on se retrouve tous les jours avec ce genre de problématique. Donc la cohérence d'un schéma directeur de gestion des eaux de pluie, ça permet d'avoir ce genre de cohérence. Par exemple, nous, sur l'ancienne Nationale 10, on a, sur une bonne portion sur laquelle on est en train de travailler ensemble, je commence en haut, j'ai un 500, après je repasse sur un 300, après j'ai 2 fois 400, après je repasse sur un 500, et en final, on ne sait plus. Ça traverse la chaussée, ça va de l'autre côté, ça revient, et c'est un bordel. Tout ce qu'on sait, c'est que ça déborde. Alors, des fois, hydrauliquement, ça peut fonctionner, ça. Hein. J'ai pas dit, et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça peut fonctionner parce qu'il y a des problèmes de pente, des problèmes de matériaux, qui font qu'on peut avoir un diamètre plus petit en aval d'un diamètre plus gros. Hein, mais ça dépend de la pente, ça dépend de l'hétérogénéité des matériaux, ça dépend de pas mal de choses. Donc en résumé, ce que vous donne le slide là, c'est ce qui se passe un peu. Donc là c'est rue du centre-ville, là je suis à plat, je récupère toutes les eaux, je récupère à peu près 60 hectares au-dessus. Donc à un moment j'ai un 500 uniquement qui permet d'absorber tout. Donc ça passe plus. À côté c'est en aval, les pluies qu'on a eues il y a 15 jours,
Voilà ce qui se passe sur une chaussée en contrebas parce que l'eau traverse et elle repasse en surface et elle nous détruit tout. Là, c'est des programmes dans les lotissements. Nous, on essaye de tenir propre et voilà ce qui se passe. Et là, c'est suite à une inondation ce qui se passe. Donc c'est quelques reflets. Aujourd'hui, on a des ruissellements importants. Ça soit sur secteur aval, secteur amont. On en a un peu partout sur le territoire. Donc ça a amené nos élus à se poser des questions depuis un moment. Donc, juste, je vais peut-être te laisser la partie réglementaire que tu maîtrises. Non. Donc, juste avant de passer, donc ça c'est un peu l'état des lieux concrets sur le terrain. Je pense que beaucoup, si vous avez travaillé dans ce genre de territoire, le connaissez et le regrettez quelquefois. Donc derrière, je rappelle juste une chose, c'est par rapport à la compétence eau pluviale. En résumé, je dirais que la compétence pluviale est souvent, même à travers la loi NOTRe, etc., est restée souvent communale, voire intercommunale, mais très souvent communale. Et on est en responsabilité quand ça se passe mal. C'est un résumé, comme il est, mais c'est ça. Ça déborde, que fait la mairie ? Et si ça ne va pas, on lance une démarche assurance, etc. Et les gens font beaucoup d'amalgames. Mais on est en responsabilité concernant le pluvial. Avec le souci majeur aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de financement pour ça. C'est que vous payez votre facture d'eau potable, votre facture d'assainissement, mais vous ne payez pas pour l'eau pluviale. Donc ça va avoir tendance à venir. Il va falloir s'y attendre dans les années qui viennent. Certaines communautés de communes commencent à tester ce genre de taxation. Il faut le savoir. Cette partie-là, je te laisse peut-être, tu es plus à l'aise que moi. Plus, simplement, il y a les obligations depuis le Code de l'environnement. La loi de 92 est quand même la loi qui nous régit aujourd'hui dans ce type de problématique, avec des rubriques qu'il faut respecter. Notamment, comme on a tendance à vouloir aujourd'hui tout infiltrer, il faut bien savoir que ça a des limites. C'est-à-dire que déjà, la limite première, c'est d'avoir fait une étude pédologique pour bien cerner la qualité intrinsèque des sols sous-jacents, très précise. On a besoin d'un coefficient de perméabilité qui soit avec un sol perméable ou semi-perméable. S'il est trop perméable, on ne filtre pas les eaux. Auquel cas, le Code de l'environnement ne nous permet pas d'infiltrer. Ça, faut le savoir. Parce que des fois, on a tendance à rajouter une couche de sol filtrant. Ça, faut le savoir aussi. C'est pas évident, mais c'est comme ça. Il se trouve que sur le territoire de Saint-André, on est dans des coefficients qui permettent d'avoir des sols semi-perméables. Donc, on peut infiltrer dans certains quartiers. Et la rubrique 2.1.5.0 est importante à ce niveau-là, parce qu'elle oblige à certaines obligations, notamment cette couche filtrante à rajouter si jamais il y a besoin. Voilà. Bon voilà, moi j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Le Code de l'environnement, avec la loi sur l'eau, ça régit depuis 92 un peu toutes nos opérations. Après, suite à ce compte... Juste un truc. Sur la slide précédente, si tu peux revenir. On avait tendance... dans l'histoire récente, 30-40 ans, à dimensionner les réseaux d'eau pluviale sur la base d'une occurrence, c'est-à-dire une période de retour de pluie de 5 ans. Aujourd'hui, c'est obsolète. On a des épisodes pluvieux peut-être plus rares, mais beaucoup plus intenses, avec des intensités de pluie. D'ailleurs, les coefficients qui sont fournis par Météo France le montrent. Ils évoluent d'année en année, alors qu'avant, c'était revu régulièrement, mais ils évoluaient que tous les 10 ans, quoi. Aujourd'hui, on a des épisodes pluvieux de plus en plus intenses. Donc, on a plutôt tendance, quand on fait un dimensionnement, à raisonner sur 10 années. Et en fonction des ouvrages, sur 20, 30, 40, 50 ans. Si vous avez des réseaux qui traversent un tunnel, c'est 50 ans. On n'y déroge plus. Avant, on ne se posait même pas ce genre de questions. Il y a un tunnel à Angoulême qui a été régulièrement inondé parce que les réseaux avaient été dimensionnés pour 5 ans. Comme le reste du réseau en amont, en aval. Aujourd'hui, la partie qui traverse le tunnel est dimensionnée à 50 ans. Donc se pose le problème de l'aval. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'a fait la commune de Saint-André ? Donc, dans les débuts des années 2000, à travers le centre d'études techniques de l'équipement, il y a eu un travail pour élaborer un schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales en octobre 2001. C'est une des bases du document que je vous ai montré tout à l'heure. On s'est rendu compte des limites. C'est pas parce qu'on a fait ce document-là qu'on n'avait pas de programme de travaux lourds en suivant. Donc les municipalités ont évolué et il y a eu une démarche qui a été entamée et c'est le bureau d'études Socama qui derrière est intervenu pour la commune de 2015 à 2018 et sur
une bonne partie du centre-ville, vous voyez. Donc le centre-ville, la mairie est là. Donc sur une grosse partie du centre-ville, il y a eu étude de 2 gros bassins versants qui produisent l'essentiel des eaux qui posaient problème, de façon à essayer de se projeter, mettre en place des scénarios et sur le long terme faire un programme d'intervention et d'investissement. Donc juste pour l'anecdote, je vous en parlais tout à l'heure, là je viens de lancer dans le cadre associé à une mission de modification du PLU sur tout le secteur ouest l'étude complémentaire. Donc, parce qu'on en a besoin aussi. Donc, comme vous voyez, il y a eu un gros travail de fond. L'objectif qu'il y avait, c'était état des lieux. Ils faisaient une modélisation par rapport à ce qu'ils avaient relevé, les fils d'eau, etc. Étude de scénario et nous proposer un programme de travaux. Donc, la chose a été faite. Donc on se retrouve avec un certain nombre de scénarios avec des gros ouvrages, hein, c'est-à-dire que en partie centre-ville, par exemple ici, c'est un diamètre 1000 qu'il faut passer. Là, je passe du 1400 et j'ai du 600, j'ai du 800, c'est-à-dire qu'on est sur du lourd, avec des bassins d'orage en amont, au milieu, en aval. Et partout où on peut, rajouter des réservoirs ou passer avec des systèmes de régulation, y compris sous voirie. Donc c'est un programme, comme vous voyez, qui avait été estimé en 2015-2018, on l'a finalisé en 2018 à près de 4 millions d'euros. Ça, c'est uniquement sur les gros investissements. Je ne vous parle même pas de toutes les cacahuètes à 100, 200 000 euros, parce que ça en est aussi. Comme disait tout à l'heure Richard, en partie rurale, on se retrouve avec des problématiques qui sont différentes, mais en même temps similaires. Là, on vient de régler, il y a 1 an, un problème qui s'est développé dans la dernière décennie, où vous étiez sur un ancien chemin qui longeait une ancienne voie ferrée, chemin creux, qui avait un fossé qui servait d'exutoire. Première maison s'est bâtie, ça marchait. Deuxième maison s'est bâtie, troisième maison. La 5e, le fossé servait à rien, donc elle l'a transformé elle l'a aménagé. Le fossé a disparu. Plus d'exutoire. Et après, à chaque pluie, 10 mm en 1 heure, vous faisiez piscine pendant 1 mois. On avait un étang sur la chaussée. Les gens râlaient, à juste titre. On avait beau expliquer que c'était compliqué. Donc, pas d'exutoire, comment on fait ? Donc on a mis en place une étude diagnostique pour trouver des solutions par rapport au bassin versant. Derrière avec une idée d'infiltration, comme disait tout à l'heure Richard. Et l'année dernière, on est passé à l'action. Ça a été redimensionné. On a fait un bassin d'infiltration à Casier. Et depuis, on l'a inauguré au septembre à peu près. Et pour l'instant, les quelques épisodes plus vieux qu'on a eus, j'ai pas de coup de téléphone des riverains. Il faut savoir que dès qu'on avait des pluies comme on a eu il y a une quinzaine de jours, on a eu 30 mm en 2 jours. Là j'étais tranquille, pendant 1 mois la route était barrée. Aujourd'hui j'avais plus 2 heures après j'avais plus d'eau. Donc c'était une solution à 90 000 euros. Alors même Plus sur un tout petit sujet comme ça, enfin petit à l'échelle de ces enjeux-là, il y a une étude pédologique et une étude géotechnique assez poussée quand même. Parce qu'on s'est rendu compte en creusant que le sol était en capacité d'infiltrer, mais aussi qu'on avait un front d'hydromorphie, c'est-à-dire que les nappes remontaient. Donc il y a un équilibre à trouver pour savoir, d'ailleurs on a mis un coefficient minorateur assez fort sur le fait de pouvoir infiltrer, à peu près 30%, et aujourd'hui il n'y a pas de problème. Alors ça fait des bassins qui sont un petit peu surdimensionnés, mais qui permettent à la collectivité de dormir tranquille vis-à-vis des courriers des riverains. Parce qu'ils sont en première ligne, hein, ils se prenaient des courriers toutes les semaines, et des courriers pas toujours très sympathiques. Donc à partir du moment où il y a les gens qui sont satisfaits, c'est un souci de moins. Et surtout la chaussée, on en a profité pour refaire les voiries du secteur, parce qu'on a couplé ça avec une opération de réhabilitation. Donc c'est vraiment une réussite. Donc aujourd'hui sur le programme que vous voyez, donc il y a des choses qu'on a lancées. Alors quelquefois on a des problématiques qui viennent se greffer, malheureusement. Je prends l'exemple du cas numéro 1, rue nationale, place du Général de Gaulle. C'est toute la partie en amont, en partie haute de la commune. On devrait faire un bassin de 1800 m3. On avait ciblé une parcelle avec une acquisition foncière, mais une copropriété. Le terrain, de toute façon, est inconstructible. Les gens ne peuvent rien en faire, voilà, etc. Mais quand vous avez 9 copropriétaires, vous en avez 8 qui sont d'accord. Le 9e dit non. Quand vous avez convaincu le 9e, il y en a un autre qui dit non. Donc ça fait quoi? Ça fait 3 ans, hein,
ou à peu près. Donc ça devient désespérant. On a cherché d'autres parcelles, mais vous avez des carrières. On est sur des zones de carrières enfouies, donc on ne peut pas. Donc c'est un projet qui est financé, le bureau d'études est prêt. Le problème, c'est que le foncier, on n'arrive pas à le débloquer. Donc c'est une vraie problématique. On envisage même, sur l'ancienne nationale, sur voirie départementale catégorie 1, on se posait la question de passer le bassin sous la voirie. Mais le département, c'est plus compliqué sur une catégorie 1. Voire impossible, me diront peut-être certains. Donc le deuxième projet, c'est rue de la Gare, avenue de la République, rue de Saint-Romain. Là, sur cette portion-là, il faut savoir que la gare est ici, et sous la gare, à la sortie de la gare, nous avons un exutoire, un aqueduc qui fait à peu près 1m10, 1m5, 1m20 de section carrée. Et quand il pleut, pendant une journée ininterrompue, on va dire 30 mm à peu près, il crache plein pot. C'est-à-dire qu'il est en charge complète, parce qu'il récupère tous les bassins versants dont je vous ai montré tout à l'heure, il récupère la quasi-totalité des eaux. Donc derrière, je vous laisse imaginer l'impossibilité d'absorber tout ce qu'il y a derrière. Donc on a mis en musique le programme et les scénarios. Donc là, on va livrer dans un mois une canalisation qui part d'ici, qui redescend jusqu'au bassin qu'on a fait en diamètre 1400, 1m40, qui descend jusqu'à 5 mètres de profondeur, qui va récupérer ses eaux de pluie. On a créé un bassin ouvert de 10 000 m3 et une régulation avec une échappatoire en 800 régulée de diamètre 800, pardon. Donc autant vous dire que 1 million d'euros à peu près de travaux, on y est à peu près, on a réussi à bien s'en sortir. Donc vous voyez, ça va très très vite. On continue, on travaille, on associe sur nos projets voirie. Là, j'ai un projet de voirie sur du cheminement doux sur un axe avenue de la République. On a profité de cette opportunité pour refaire tout le calibrage du fossé, pour faire un fossé qui fait l'équivalent d'un FI1000. Ça nous permet d'anticiper et ça m'amoindrit les coûts sur le reste de l'opération à venir. Donc on est sur un programme très lourd, avec des priorités, et on essaie de s'y tenir. Il y a vraiment une volonté politique parce que, ras-le-bol, il y a des endroits de la ville où dès que vous avez un épisode violent, j'exagère à peine, vous faites du kayak. Hein. Voilà, donc c'est une vraie problématique qu'on a. Donc qu'est-ce qu'on a fait depuis 2015? On a fait partout où on pouvait. On a fait des casiers, on a fait des ouvrages, on a fait de la régulation. À côté de l'EHPAD, on a eu possibilité de refaire un parking. On a récupéré le parking qui est privé. On a fait des casiers pour 300 mètres cubes dessous. Après, plus loin, on a refait le parking d'une école. On a fait aussi de la récupération pour 250 mètres cubes. C'est tout bête, mais ça permet de ralentir les eaux, de les apaiser, et on gagne du temps. Sous les voiries, dès qu'on peut, on essaie de mettre aussi une régulation pour ralentir l'eau et la faire redescendre. Alors ça, c'était ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. On a encore évolué maintenant depuis, j'en reviendrai à la fin dessus. Le casier d'infiltration, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On essaie d'avoir une reprise systématique des réseaux dans toutes les opérations de voirie pour redimensionner, pour maintenir ou remise en état des réseaux aériens, de tout ce qu'il y a. On a un programme annuel d'hydrocurage et nettoyage de l'ensemble des installations pluviales. C'est un coût, c'est du fonctionnement, c'est un coût, mais ça va énormément soulager nos réseaux de centre-ville. Et redimensionnement et remise en état des fossés et des esthètes du territoire communal en accompagnement des propriétaires privés, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Les privés, quelquefois, ne savent tout simplement pas qu'ils sont en responsabilité par rapport au fossé et l'importance qu'a le fossé qui passe au fond du jardin. Donc on a une grosse fonction pédagogique. Le problème, c'est que nous, on n'a pas le droit d'y intervenir parce que c'est privé, donc par définition, et donc on les conseille, mais on n'a pas le droit d'y aller. On n'a pas le droit d'y aller avec nos moyens. Et quelquefois, croyez-moi, c'est tentant d'envoyer l'appel ou le tracto pour aller le faire, parce que ça nous réglerait bien les problèmes en amont. Donc on essaye d'avoir un gros travail. On a la chance sur une partie de l'aval d'avoir une grosse structure viticole avec qui on a établi de très bonnes relations, ce qui permet de... Ils ont commencé à revoir leur politique d'entretien des fossés, etc. Ça nous soulage un peu, mais ça ne règle pas tout. Donc là, ça évolue. Et maintenant, on essaie de mettre en œuvre de nouvelles pratiques dans nos projets de requalification. Je dis, l'objectif, c'est limiter l'exportation de l'eau. L'eau qui tombe, on essaie de faire en sorte qu'elle reste ou qu'elle parte tranquillement après.
Donc tout ce qui est matériaux perméables, chaussées perméables, absence, pluie de Stockholm, tout est en pleine découverte. Hein, soit dit en passant. On l'a fait sur des endroits, ça a déjà apaisé, mais on est aux prémices de ce qu'il faut faire. Là, moi, j'ai 2 gros dossiers sur le feu. J'en ai un où la maîtrise d'œuvre a été choisie, et c'est un paysagiste qui est mandataire, et j'ai imposé des experts de vie des sols, de façon à recréer des sols, recréer de la vie, une obligation de perméabilité. C'est pas un vœu, c'est une obligation. Sachant que c'est des zones quelquefois qui sont truffées de réseaux quand vous êtes en centre-ville, mais on n'a pas le choix. Alors, de réseaux ou de cimetières en centre-ville. Toi, tu es un spécialiste d'espace vert. Tu peux nous expliquer ce qu'est un puits de Stockholm? Puits de Stockholm, c'est un système, oui, excusez-moi, c'est un système, au lieu d'avoir des arbres dans leur fosse d'arbres isolés par rapport à tous les sols, etc., c'est-à-dire qu'on ferait un vrai sol qui dépasse le cas du simple trou dans la voirie, avec un mélange terre-pierre qui nous permet, entre autres, ou d'autres méthodes qui permettent de faire une zone d'expansion de la plante suffisamment importante, qui permet aussi d'avoir un aménagement de voirie sur cette zone, sur une partie, parce qu'on peut rouler dessus suivant comment c'est constitué, et en même temps on fait en sorte que toutes les eaux de la voirie de proximité, un système de drainage, de tuyaux, etc., on ramène une partie des eaux vers ces trous d'arbres. C'est-à-dire que l'arbre, le puits de Stockholm, l'arbre s'auto-nourrit avec les eaux de la voirie. Ça demande aussi, particulièrement suivant les zones routières ou pas, d'avoir des ouvrages de décantation en hydrocarbures par-ci par-là qui permettent de désaturer les eaux. Voilà. Donc c'est tout un système, etc. Alors bien sûr, suivant les pentes, on a tous les problématiques de voirie qui viennent se greffer dessus. C'est là qu'on a besoin de la technicité des experts VRD. Voilà. Donc après, nous actuellement on mène beaucoup d'expérimentations. Nos cahiers des charges ont totalement évolué. J'ai la chance d'avoir un gros marché à bon de commande sur la voirie. On fait à peu près 1,5 million de travaux de voirie minimum par an à travers l'entreprise qui est sur notre territoire. Et cette entreprise essaye, étant donné que c'est pas une grosse structure, c'est une structure locale, elle essaie de tirer son épingle du jeu dans le cadre des grosses structures comme Eurovia, comme la Colas, comme, etc., Vinci ou autres. Et donc, en développement, c'est une science appropriée, ces nouvelles techniques. Et donc, à chaque fois qu'on a une idée, etc., ils participent au changement. Donc, ce que je vous disais là, donc, ça c'est pour les petits travaux. Et après, les gros travaux d'amélioration, ce que je vous disais, c'est les gros projets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus. Et il nous en reste encore d'autres programmes parce qu'on a encore des fils à passer sous la voirie, sous les trottoirs. Quand vous avez une rue qui fait 8 mètres, vous avez un tuyau de diamètre 1000 à faire et vous êtes à 100 mètres de la gare. Je vous laisse entendre que c'est pas triste. Sachant que derrière, quand vous dites je vais ouvrir, vous avez le SIAPA au niveau de l'eau et l'assainissement qui dit je suis intéressé. Vous avez Enedis qui dit tiens, j'en profiterai bien. Et ceux qui arrivent une fois que vous avez fini les enrobés et refait le terrain, ça s'appelle Orange. Orange, quand vous avez réceptionné les enrobés, généralement la semaine d'après, vous avez un mail en disant on veut implanter. Vous avez beau les avoir prévenus 2 ans avant, ils arrivent toujours après la bataille. Donc j'en rigole, mais c'est un fait. Pour ceux qui ont un peu l'habitude, je vous apprendrai rien là-dessus. Donc ça a une incidence. La mise en œuvre des dispositions pour améliorer la gestion pluviale. C'est la mise en œuvre de pentes et de gestion des fils d'eau n'est pas toujours en accord avec le PAV et l'ADAP parce que avec la mobilité. Là, on travaille sur une requalification de quartier. On essaye de simplifier les flux de mobilité, sécuriser, etc. Avoir des matériaux qui soient confortables. Mais quelquefois, on doit maintenir quelquefois aussi des hauteurs pour éviter que les eaux partent. Mais en même temps, ça nous gêne pour l'accessibilité. On a les commerces. C'est bien beau d'aménager la voirie, mais il faut que les commerces aussi soient accessibles et qu'on ne leur envoie pas les eaux chez eux. Donc il y a beaucoup de problématiques qui se superposent les unes aux autres et c'est pas j'ai réglé le pluvial, maintenant je pense à l'accessibilité, etc. C'est un tout. Donc nous on fait sur le gros dossiers, on fait appel à la maîtrise d'œuvre extérieure sur les gros projets, mais autrement c'est la maîtrise d'œuvre communale
associé avec les entreprises et des missions de diag ou d'accompagnement comme Richard fait à travers sa structure sur des missions un peu particulières. J'ai besoin d'un diag ou de conseils ou autres. Voilà. C'est important. Après, aujourd'hui, la gestion des eaux pluviales, ça doit être vraiment une approche intégrée. C'est-à-dire, quel que soit le type de projet, il faut tout de suite se poser la question. Alors, ça peut vous paraître enfoncer une porte ouverte, mais on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de projets dans les années 70 ou 80 où on n'a pas du tout pensé à cette problématique. Et aujourd'hui, on en paye le prix fort, quoi. Et je rappelle aussi que le pluvial 1 est quasiment pas financé. 2, une fois que c'est enterré, on le voit plus. Donc politiquement, c'est pas porteur. C'est uniquement quand il flotte. Et les gens qui ont été inondés pendant des années, une fois que c'est fait, ils oublient très vite qu'avant ils étaient inondés. Donc c'est vraiment une volonté politique forte du territoire qui permet d'avancer. Parce que nous, c'est un financement quasiment d'1 million, un demi-million à 1 million par an, en plus des opérations de voirie, rien que sur le pluvial. Donc il faut pouvoir l'assumer. Les aides, c'est réduit à peau de chagrin. Donc c'est pour ça qu'on essaie de coupler avec d'autres opérations voirie ou autres, parce qu'on arrive à voir des financements à travers les cheminements, la mobilité, choses comme ça, et on essaie de se raccrocher à ça pour financer partiellement ou nous aider à couvrir une partie de la note. Parce que comme ça, on fait la tranchée, on passe le tuyau, ça on est malheureusement souvent seul à assumer. Par contre, si on a un projet d'aménagement avec du cheminement au-dessus, on arrive à capter des subventions. Département, région, État, tout dépend de l'ampleur du projet et du type de projet. Donc je ne vais pas revenir sur ce cas-là. On est en expérimentation partout. On essaye, on regarde, on va voir ailleurs. On fait le tour de certains salons. Des fois, ça nous donne des idées. Et surtout au niveau de l'ITF, c'est une grosse cellule de travail. On essaie de travailler dessus parce que c'est un sujet que la majorité des ingénieurs des territoriaux ont à connaître. Et comme disait Richard, aujourd'hui, c'est un élément clé dans tous nos projets. En parallèle de ça, c'est bien beau de lancer une mission de travaux, etc. On a quand même les problèmes réglementaires et d'outils. L'imperméabilisation, c'est une chose, mais elle résulte pas uniquement, et les débordements ne résultent pas uniquement de notre politique d'absence de travaux pendant des décennies ou trop légère. C'est aussi lié à l'urbanisation. Donc on a des problèmes d'outils réglementaires, notamment au niveau du PLU. Actuellement, nous, on n'avait aucun règlement à parcelle. On avait des démarches appuyées de prescription pour une gestion à la parcelle et un rejet régulé. On a la chance, et un malchance en même temps, parce que c'est un plus et un moins, d'avoir une pression immobilière qui fait que quand le service urbain, dont j'ai la gestion avec l'adjoint, met un peu la pression au promoteur, le promoteur, l'aménageur, nous écoute un peu plus que quand il n'y a pas de pression. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des dossiers où ils ont des solutions régulées qu'on leur impose. Donc ils doivent gérer toutes leurs eaux sur leur parcelle et un rejet avec le maximum d'absorption, avec toutes les études dont parlait tout à l'heure Richard. Et quand ils rejettent, ça doit être régulé. On essaie d'aller jusqu'au premier petit permis de construire aussi, on essaie d'avoir la même politique. Et après, quand on est sur les grosses opérations, on essaie de leur demander de prendre en charge aussi leurs eaux, mais si vous pouvez en prendre un peu des nôtres. Donc on y arrive. Il y a certaines opérations, on y arrive. Parce qu'on a la chance d'avoir cette pression immobilière qui fait qu'on est un peu plus fort. On peut être facilitateur comme on peut être un peu désagréable. On fait avec les moyens du bord. Hein. Donc ça n'empêche qu'on a lancé quand même une opération de modification du PLU. Là, on est en train de choisir actuellement le bureau d'études. On a fait un lot où parmi les objectifs, tout ce qu'on vient de dire là en fait partie. Et juste pour l'anecdote, le lot 1, c'est le choix du maître œuvre extérieur. Le lot 2, c'est le diagnostic complémentaire pluvial, que je vous parlais tout à l'heure, en complément de celui qui avait été fait dans les années 2015. Donc ça veut dire que dans la même opération, même si c'est deux bureaux séparés, mais ça veut dire l'importance qu'on accorde. C'est-à-dire que et le PLU a pour instruction, la modification pour instruction, notamment de proposer des solutions réglementaires permettant d'imposer un certain nombre de choses en termes de régulation et de gestion des eaux. Donc c'est la grosse bataille des 2 ans à venir. Et pas seulement sur le territoire communal. Ouais. C'est que ça doit être en concordance avec le SCOT, c'est ça. avec le SDAGE et avec le SAGE.
Donc tout ça mis bout à bout, ça fait des PLU en modification qui demandent beaucoup de temps et des prestations importantes. Tout à fait. Il faut savoir que là je parle de la commune, mais la commune ça s'inscrit dans le territoire de la communauté de communes. On gère nos eaux en même temps qu'on gère les leurs et ils gèrent les nôtres en même temps qu'on gère les leurs. Donc c'est très important de ne pas se dissocier du territoire. Donc on a nous 2 zones d'activité énormes qui sont gérées par la communauté de communes, mais les projets notamment liés à la voirie, au traitement des eaux, etc. Je dirais pas que le bureau du DST la Comcom est à côté du mien, mais pour ça on échange au quotidien. Parce qu'on on partage la problématique. Il vaut mieux parce que le monsieur, là, il a quelqu'un qui habite Saint-Gervais qui prend les eaux de Saint-André-de-Cubzac. Donc, Voilà, par exemple. Après, ce monsieur-là, il devrait savoir que le président du syndicat du SIAPA, c'est son maire. Non, je rigole, mais c'est comme ça. Donc, on a vraiment une problématique là-dessus. Et après, à travers la Comcom, il y a aussi la compétence GEMAPI qui est sur toute la partie zone inondable, parce que je ne l'ai pas mis, mais la zone PPRI correspond en gros à toute la vallée basse en Dordogne, et sur lequel, nous, j'ai besoin d'eux pour ne serait-ce que la gestion des fossés, les ST, les zones d'expansion, etc., et les digues. Donc derrière, il y a une grosse étude, je crois que c'est le cabinet Artelia qui est sur le coup, qui travaille là-dessus. Voilà. Les financements, comme je l'ai laissé entendre, quasi-totalité sur pluvial, c'est pour nous, malheureusement. J'ai la chance d'être dans une collectivité qui a une santé financière correcte, ce qui n'est pas le cas de la majorité. On va dire ça comme ça. Donc on a un budget d'investissement d'à peu près entre 4 et 5 millions par an. Il y a quasiment, sur les 3 dernières années, il y a 1 million pour le pluvial. Et il y a 1,5 million pour les voiries, en moyenne. Plus des APCP, etc. Donc on essaie de se projeter sur le long terme, mais ça pose problème. Donc c'est pour ça qu'on essaye de coupler à chaque fois nos projets avec des projets de requalification liés à la mobilité, liés à de l'environnement, parce que c'est les 2 pistes actuellement sur lesquelles on arrive à avoir des financements. Mais ça reste très compliqué et toujours un peu bancal. Voilà. Donc, mais en couplant, on arrive quand même à couvrir. Ça nous revient au prix de la tranchée et de la réalisation de ce pluvial. Parce qu'on arrive à faire passer tout le reste de l'aménagement sur d'autres choses. C'est plutôt intéressant. Que vous dire de plus? Donc le financement reste problématique. On n'a pas les moyens d'une grande ville ou d'un agglo. On est seul. Il ne faut pas compter non plus sur la communauté de communes de rural, parce que quelle que soit la bonne volonté... Pardon? Oui, on n'est pas... Voilà. Non, mais on est seul à chacun d'une certaine façon à gérer par rapport à nos territoires. Les communautés de communes, quelle que soit la bonne volonté, n'ont pas nécessairement aussi les moyens pour... vu en général, le territoire qui est très vaste et les problématiques qui sont très variées, ça reste compliqué aussi pour eux. Donc on n'a pas de recettes spécifiques. L'assainissement, l'eau potable, vous rentrez des recettes et vous pouvez faire des travaux en face. Je résume, c'est un raccourci que je fais, mais c'est ça. Là, on n'a pas de recette. C'est vraiment une volonté politique. La ville est en pleine transition. On parle de ville verte, on parle de résilience, on parle etc. On s'adapte aux nouveaux besoins, aux nouveaux demandes des usagers, mais aussi au changement climatique. Juste pour l'info, là, la maîtrise d'œuvre qu'on est en train de lancer sur l'hypercentre, avant de lancer le marché de maîtrise d'œuvre, j'ai fait une expertise arboricole et l'objectif qui a été fixé en termes de résultats d'expertise arboricole, c'est on garde les arbres, vous déplacez les réseaux, vous faites le projet en gardant les arbres, en leur donnant la place. C'est-à-dire que c'est pas la chaussée, on n'a pas dit on va faire en sorte que les voitures passent ou les gens passent, on a dit on garde les arbres. Donc on garde un double alignement de liquide en barre, ça veut dire 25 arbres, on garde 3 pins parasols et on déminéralise au maximum. L'hypercentre, c'est-à-dire que je parle de la place de la mairie au pied de la mairie. Et je parle de la rue derrière. Donc on est vraiment dans une volonté politique affirmée, qui n'est pas sans poser d'autres soucis, hein. Ne serait-ce qu'en conseil municipal, ils ne sont pas toujours d'accord, mais le consensus est dessus. Et l'objectif, c'est vraiment de concilier pluvial, mobilité, environnement. Je dirais que c'est les 3 thèmes, les 3 items principaux aujourd'hui sur lesquels on se cible pour faire la ville de demain. On a aussi Petite Ville de demain en financement qui quelquefois peut nous accompagner.
à condition de pouvoir être ciblé dessus. Voilà. Est-ce que tu avais... Voilà. Donc cette problématique-là, moi je l'ai connue de façon différente sur une ville qui n'avait pas de moyens, parce que j'ai travaillé en Dordogne précédemment, la ville de Ribérac, 5000 habitants, qui elle était en pleine déprise immobilière parce que perte d'activité économique et avec une vraie problématique partout, pas d'argent. Mais les problématiques sont les mêmes. Et on avait réalisé, parce qu'il y avait une nécessité, dans le cadre aussi d'un programme d'eau d'assainissement en complément, on avait installé un bassin d'orage de 1000 m3 sous le jardin public, en plein centre-ville. Et ça, Dans l'eau. Hein, Dans l'eau. dans l'eau. Là, on était dans l'eau en plus. Et le ruisseau était à 3 mètres, 4 mètres, oh 5 mètres, allez. C'est ça. Donc c'était des problématiques similaires, sauf qu'on n'avait vraiment pas de moyens, et donc ça a été très compliqué. Alors, là où c'est intéressant, c'est que c'était sur un réseau unitaire. Et ça change un peu la donne, en fait. Ça change pas fondamentalement les débits ou les volumes, mais ça change la donne en termes de qualité de béton à mettre en œuvre pour réaliser un bassin enterré. Ça dimensionne des pompes de relevage différemment. Enfin, c'est une problématique complètement différente. Et la liaison avec la STEP, Aussi. avec la station d'épuration. Bon. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos attentes et à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui. Ah non, on m'entend pas. Ah bon j'ai pas. Venez à côté, alors. Je pense pas que ça fonctionne. Si, là ça fonctionne, allez-y. Si, on m'entend mieux. Non. Hop. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi c'est Julie Roussari du département de la Gironde. Je suis en charge de la mission Aménageo qui justement fait le lien entre l'eau et l'aménagement du territoire et notamment qui vise à renforcer la prise en compte des enjeux liés à l'eau dans les documents d'urbanisme. Voilà, donc là on est vraiment au cœur du sujet et on travaille donc récemment sur cette problématique là de gestion des eaux pluviales qui reste une compétence communale non financée. Hein. Et alors donc c'était simplement pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, mais que alors il y a une méconnaissance effectivement sur les territoires de l'accompagnement technique et financier que peut proposer en fait le département alors sur cette thématique on va dire de la gestion des eaux pluviales mais plus largement sur le risque inondation. Alors on peut accompagner pour la réalisation des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales mais aussi sur certaines études hydrauliques voilà et également pour renforcer la prise en compte des enjeux liés à l'eau dans les documents d'urbanisme avec le financement de volets eau dans les SCOT et les PLUI. Donc on accompagne à ce titre le SCOT là, du Grand Cube Zaguet. Du coup, il ne faut pas hésiter en fait, à nous solliciter là, voilà, dans le cadre de la modification de votre document d'urbanisme pour qu'on puisse voir ensemble effectivement comment on peut élaborer des prescriptions qui soient adaptées hein, localement. On a parlé de bassin versant tout à l'heure, de perméabilité des sols. Voilà, il faut prendre en compte tous ces éléments pour élaborer des prescriptions pour une gestion des eaux pluviales à la parcelle. Il y a certains territoires qui travaillent sur ces sujets depuis très longtemps. Hein, je pense au CIBA notamment, qui impose le zéro rejet. Voilà, sur son territoire. Donc évidemment, on a une perméabilité des sols qui est favorable, hein, avec des sols plutôt sableux, mais parfois, en période hivernale, une nappe qui affleure. Et pourtant, on est en zéro rejet. Voilà. Donc c'est possible, même sur des sols semi-perméables. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'association Adopta, qui travaille sur la gestion alternative des eaux pluviales dans le nord de la France depuis une trentaine d'années. Voilà, et son président qui intervient dans beaucoup de colloques et qui rappelle que la gestion des petites pluies inférieures à 10 mm, en fait, 80% du temps, on peut l'infiltrer, même sur des sols qui sont semi-perméables, voire faiblement perméables. Donc en fait, on se met beaucoup de freins,
Mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles et beaucoup de retours d'expérience. Vous disiez que vous expérimentez beaucoup de choses. Mais il y a des territoires en Gironde ou ailleurs où il y a ce fameux retour d'expérience. Ils travaillent sur ces sujets-là depuis assez longtemps. Donc on peut s'appuyer là-dessus. Voilà, donc c'était simplement pour vous rappeler tous ces éléments, puis vous dire qu'on était là pour vous accompagner sur ces sujets. Voilà, merci. Juste pour info, au mois de novembre, dans le cadre de l'AITF, on envisage, on est en train de programmer une journée technique à Saint-André sur ce thème-là, sur tout ce qui est risque, etc. Et donc, on associera, j'ai le CEREMA aussi qui est intéressé, j'avais pensé à vous, parce que Célia Monsen, Madame le maire, m'avait mis en contact avec vous autres, donc je reçois vos correspondances, etc. Mais c'est vrai qu'on est... Le problème des communes comme la nôtre, c'est souvent qu'on ait des services plus réduits, on est polyvalent et multitâche, et ce qui fait que quelquefois on passe à côté d'informations intéressantes et importantes et on essaie de faire avancer la boutique mais avec les moyens qu'on a. Donc c'est vrai que Aménageo est intéressant. Je pense que ça serait intéressant de vous associer à cette journée pour apporter cette vision locale. Ce serait une journée de novembre. Je n'ai plus la date en tête, mi-novembre je crois. De toute façon, on prendra la tâche pour ça. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner. On est tous un peu isolés. Notre objectif, c'est de faire en sorte de mettre en commun et de sortir par le haut. Mais quoi qu'il en soit, sur la problématique pluviale, la volonté politique est essentielle. Non, c'était simplement pour rappeler pour les financements, effectivement, il ne faut pas hésiter aussi à solliciter l'agence de l'eau à Dour-Garonne qui, sur des opérations de désimperméabilisation des sols et de mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, et en particulier maintenant les solutions fondées sur la nature, voilà, ils peuvent apporter des financements importants. Donc voilà, pas hésiter à solliciter l'agence de l'eau ou passer par le département parce qu'on a les contacts qui vont bien. Et également le fonds vert de l'État, voilà, qui a été mis en place là, très récemment. Alors ma collègue me dit la Banque des territoires, donc ça c'est un sujet que je maîtrise moins, mais c'est vrai que le fonds vert, alors évidemment on va être sur des projets intégrés, hein, avec de la végétalisation, de la renaturation, etc. Mais voilà, donc là il y a une plateforme dédiée qui est mise à disposition, et là encore l'instruction est faite par les services de l'agence de l'eau. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes interlocuteurs. Donc des financements à aller chercher voilà, au niveau local et national. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on approche les projets d'aménagement par d'autres portes. L'objectif, c'est de passer par ces portes environnementales, mobilité, changement climatique, tout ce qui est cette nouvelle vision, etc. Parce que les visions traditionnalistes de la voirie, etc., aujourd'hui, ces financements, on peut s'asseoir dessus. C'est ce qui est normal, hein, ce qui ne me choque pas. Donc c'est pour ça qu'on change totalement et on n'a quasiment plus, dans les nouvelles stratégies qu'on met en place, je veux plus VRD en maître d'œuvre mandataire. Donc ça n'a pas été une bataille facile, mais ça y est, c'est en train de s'acter. J'ai un projet, j'ai l'agence B donc avec Belinda qui travaille donc sur le projet 1,5 million pour un quartier de centre-ville. Oui, donc ils s'entourent après des bonnes compétences. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça, l'objectif c'est de travailler dans ce sens-là et de s'en sortir tous par le haut. Et j'ai la chance d'avoir une équipe politique qui voit les choses de cet œil-là. Moi, oui. Merci pour votre participation.